dans la droite ligne de cette chaîne qui est consacrée à l'histoire d'Haïti et compte tenu de l'actualité actuellement, l'actualité politique, je me permets de faire une lecture de la Constitution d'Haïti, celle du 20 mai 1805. C'est parti. Donc nous, H. Christophe, donc Henri Christophe, Clairvaux, Vernet, Gabard, Pétion, Geoffrard, Toussaint Brave, Raphaël, Lalondrie, Romain, Capois. Le nom est caché, mais on peut le retrouver, je pense, sur la déclaration d'indépendance, mais ça me dit, je ne sais plus. Donc Magloire, Cangé, Dôme, Magloire, Ambroise, Yaillou, Jean-Louis, François, Gérin, Moreau, Ferrou, Bazelet, Martial Besse. Tant en notre nom particulier que celui du peuple d'Haïti, qui nous a légalement constitué les organes fidèles et les interprètes de sa volonté, en présence de l'être suprême devant qui les mortels sont égaux et qui n'a répandu tant d'espèces de créatures différentes sur la surface du globe qu'au fin de manifester sa gloire et sa puissance par la diversité de ses œuvres, en face de la nature entière dont nous avons été si injustement et depuis si longtemps considérés comme les enfants réprouvés, déclarons que la teneur de la présente Constitution est l'expression libre, spontanée et invariable de nos cœurs et de la volonté générale de nos constituants. La soumettons à la sanction de Sa Majesté l'Empereur Jacques Dessalines, notre libérateur, pour recevoir sa prompte et entière exécution. Déclaration préliminaire, article 1er. Le peuple habitant l'île ci devant appelé Saint-Domingue convient ici de se former en état libre, souverain et indépendant de toute autre puissance de l'univers sous le nom d'Empire d'Haïti. L'esclavage est à jamais aboli. Les citoyens haïtiens sont frères chez eux. L'égalité aux yeux de la loi est incontestablement reconnue et il ne peut exister d'autres titres, avantages ou privilèges que ceux qui résultent nécessairement de la considération et récompense des services rendus à la liberté et à l'indépendance. Page 2. Article 4. La loi est une pour tous, soit qu'elle punisse, soit qu'elle protège. Article 5. La loi n'a point d'effet rétroactif. Article 6. La propriété est sacrée. Sa violation sera rigoureusement poursuivie. Article 7. La qualité de citoyen d'Haïti se perd par l'émigration et par la naturalisation au pays étranger et par la condamnation des peines afflictives ou déshonorantes. Le premier cas emporte peine de mort et confiscation de propriété. Article 8. La qualité de citoyen est suspendue par l'effet des banqueroutes et faillites. Nul n'est digne d'être haïtien s'il n'est bon père, bon fils, bon époux et surtout bon soldat. Article 10. La faculté n'est point accordée aux pères et mères de déshériter leurs enfants. Article 11. Tout citoyen doit posséder un art mécanique. Article 12. Aucun blanc, quelle que soit sa nation, ne mettra le pied sur ce territoire au titre de maître ou de propriétaire et ne pourra à l'avenir y acquérir aucune propriété. Article 13. L'article précédent ne pourra produire aucun effet tant à l'égard des femmes blanches qui sont naturalisées haïtiennes par le gouvernement qu'à l'égard des enfants nés ou à naître d'elles. Sont aussi compris dans les dispositions du présent article les Allemands et Polonais naturalisés par le gouvernement. Article 14. Toute acceptation de couleur parmi les enfants d'une seule et même famille dont le chef d'État est le père devant nécessairement cesser, les Haïtiens ne seront désormais connus que sous la dénomination générique de Noirs. Donc, article 15. L'Empire d'Haïti est un et indivisible. Son territoire est distribué en 6 divisions militaires. Article 16. Chaque division militaire sera commandée par un général de division. Chacun de ces généraux de division seront indépendants les uns des autres et correspondront directement avec l'empereur ou avec le général en chef nommé par Sa Majesté. Article 18. Sont partie intégrante de l'Empire les îles ci-après désignées: Samana, la Tortue, la Gonave, les Caillémites,
l'île à Vache, la Saône et autres îles adjacentes. Donc, article 19, le gouvernement d'Haïti est confié à un premier magistrat qui prend le titre d'empereur et de chef suprême de l'armée. Article 20, le peuple reconnaît pour empereur et chef suprême de l'armée Jacques Dessalines, le vengeur et le libérateur de ses concitoyens. On le qualifie de majesté ainsi que son auguste épouse, l'impératrice. Article 21. La personne de la majesté est sacrée et inviolable. Article 22. L'État accordera un traitement fixe à sa majesté l'impératrice, dont elle jouira même après le décès de l'empereur à titre de princesse douairière. Article 23. La couronne est élective et non héréditaire. Il sera affecté par l'État un traitement annuel aux enfants reconnus par sa majesté l'empereur. Article 25. Les enfants mâles reconnus par l'empereur seront tenus à l'instar d'autres citoyens de passer successivement de grade en grade, avec cette différence que leur entrée au service datera dans la 4e demi-brigade de l'époque de leur naissance. Article 26. L'empereur désigne son successeur de la manière qu'il le juge convenable, soit avant, soit après sa mort. Article 27. Un traitement convenable sera fixé par l'État à ce successeur du moment de son avènement au trône. Article 28. L'empereur ni aucun de ses successeurs n'aura le droit dans aucun cas et sous quelque prétexte que ce soit de s'entourer d'aucun corps particulier et privilégié à titre de garde d'honneur ou sous d'autres dénominations. Article 29. Tout successeur qui s'écartera ou des dispositions du précédent article ou de la marche qui lui aura été tracée par l'empereur régnant ou des principes consacrés par la présente constitution sera considéré et déclaré en état de guerre contre la société. En conséquence, ça c'est pour l'opposition. En conséquence, les conseillers d'État s'assembleront à l'effet de prononcer sa destitution et de pourvoir à son remplacement par celui d'entre eux qui en aura été jugé le plus digne. Et s'il arrivait que le dit successeur voulût s'opposer à l'exécution de cette mesure autorisée par la loi, les généraux conseillers d'État feront un appel au peuple et à l'armée, qui de suite leur prêteront main forte et assistance pour maintenir la liberté. Article 30. L'empereur fait celle et promulgue les lois, nomme et révoque à sa volonté les ministres, le général en chef de l'armée, les conseillers d'État, les généraux et autres agents de l'Empire, les officiers de l'armée de terre et de mer, les membres des administrations locales, les commissaires du gouvernement près, les tribunaux, les juges et autres fonctionnaires publics. Article 31. L'empereur dirige les recettes et dépenses de l'État. Il surveille la fabrication des monnois, c'est comme ça qu'il disait, des monnaies. Lui seul en ordonne l'émission et fixe le poids et le type. Article 32. À lui seul est préservé le pouvoir de faire la paix ou la guerre, d'entretenir des relations politiques et de contracter au dehors. Article 33. Il pourvoit à la sûreté intérieure et à la défense de l'État, distribue les forces de terre et de mer suivant sa volonté. Article 34. L'empereur, dans le cas où il se tramerait quelque conspiration contre la sûreté d'État, contre la Constitution ou contre sa personne, fera de suite arrêter les auteurs ou complices qui seront jugés par un conseil spécial. Article 35. Sa Majesté seule a le droit d'absoudre un coupable ou de commuer sa peine. Article 36. L'empereur ne formera jamais aucune entreprise dans la vue de faire des conquêtes ni de troubler la paix et le régime intérieur des colonies étrangères. Article 37. Tout acte public sera fait en ces termes. L'empereur premier d'Haïti est chef suprême de l'armée par la grâce de Dieu et la loi constitutionnelle de l'État. Du Conseil d'État. Donc article 38. Les généraux de division et de brigade sont membres nés du Conseil d'État, je pense, et le composent. Des ministres, article 39, il y aura dans l'Empire 2 ministres et un secrétaire d'État. Le ministre des Finances ayant le département de l'Intérieur, le ministre de la Guerre ayant le département de la Marine.
du ministre des Finances et de l'Intérieur, article 40. Les attributions de ce ministre reprennent l'administration générale du Trésor public, l'organisation des administrations particulières, la distribution des fonds à mettre à la disposition du ministre de la Guerre et autres fonctionnaires, les dépenses publiques, les instructions qui règlent la comptabilité des administrations et des payeurs de division, l'agriculture, le commerce, l'instruction publique, les poids et mesures, la formation des tableaux de population, des produits territoriaux, les domaines nationaux, soit par la conservation, soit par la vente des baux à ferme. Alors, les prisons, les hôpitaux, l'entretien des routes, les bacs, salines, manufactures, les douanes, enfin la surveillance de la fabrication des monois, l'exécution des lois et arrêtés du gouvernement à ce sujet. Du ministre de la Guerre et de la Marine, donc article 41, les fonctions de ce ministre embrassent la levée, l'organisation, l'inspection, la surveillance, la discipline, la police et le mouvement des armées de terre et de mer, le personnel et le matériel de l'artillerie et du génie, les fortifications, les forteresses, les poudres, les salpêtres, l'enregistrement des actes et arrêtés de l'empereur, leur renvoi aux armées et la surveillance de leur exécution. Il veille spécialement à ce que les décisions de l'empereur parviennent promptement aux militaires. Il dénonce aux conseils spéciaux les délits militaires parvenus à sa connaissance et surveille les commissaires de guerre et officiers de santé. Article 42. Les ministres sont responsables de tous les délits par eux commis contre la sûreté publique et la constitution, de tout attentat à la propriété et à la liberté individuelle, de toute dissipation de deniers à eux confiés. Ils sont tenus de présenter tous les 3 mois à l'empereur l'aperçu des dépenses à faire, de rendre compte de l'emploi des sommes qui ont été mises à leur disposition et d'indiquer les abus qui auraient pu se glisser dans les diverses branches d'administration. Aucun ministre en place ne peut être poursuivi en matière criminelle pour fait de son administration sans la vision formelle de l'empereur. Article 44. Le secrétaire d'État est chargé de l'impression, de l'enregistrement et de l'envoi des lois, arrêtés, proclamations et instructions de l'empereur. Il travaille directement avec l'empereur pour les relations étrangères, correspond habituellement avec les ministres, reçoit de ceux-ci les requêtes, pétitions et autres demandes qui soumet à l'empereur, de même que les questions qui lui sont confiées par les tribunaux. Il renvoie aux ministres il manque une partie du mot. Les éléments, je pense, et les pièces sur lesquelles l'empereur a statué. Donc article 45, il ne peut porter atteinte au droit qu'à chaque individu de se faire à l'amiable de se faire justice, je pense, de se faire justice à l'amiable par des arbitres de son choix. Leurs décisions seront reconnues, valides, je pense. C'est pas clair. Article 46. Il y aura un juge de paix dans chaque commune. Il ne pourra connaître d'une affaire s'élevant au-delà de 100 gourdes que lorsque il ne pourra connaître d'une affaire s'élevant au-delà de 100 gourdes et lorsque les parties ne pourront se concilier à son tribunal, elles se pourvoiront par devant les tribunaux de leurs ressorts respectifs. Article 47. Il y aura 6 tribunaux séants dans les villes ci-après désignées à Saint-Marc, au Cap, au Port-au-Prince. Donc on disait au Port-au-Prince, c'est intéressant. Hein. Au Port-au-Prince, au Caille, à Lens, à Vaud et au Port de Paix. L'empereur détermine leur organisation, leur nombre, leurs compétences et le territoire formant le ressort de chacun. Ces tribunaux connaissent de toutes les affaires purement civiles. Article 48. Les délits militaires sont soumis à des conseils spéciaux et à des formes particulières de jugement. L'organisation de ces conseils appartient à l'empereur qui prononce sur les demandes en cassation contre les jugements rendus par les dits conseils spéciaux. Article 49. Des lois particulières seront faites pour le notariat et à l'égard des officiers de l'état civil
du culte. Article 50, la loi n'admet point de religion dominante. Article 51, la liberté des cultes est tolérée. Article 52, l'État ne pourvoit à l'entretien d'aucun culte ni d'aucun ministre. De l'administration. Article 53, il y aura dans chaque division militaire une administration principale. L'organisation, la surveillance appartiennent essentiellement au ministre des Finances. Disposition générale. Article 1er. À l'empereur et à l'impératrice appartiennent le choix, le traitement et l'entretien des personnes qui composent leur cour. Article 2. Après le décès de l'empereur régnant, lorsque la révision de la Constitution aura été jugée nécessaire, le Conseil d'État s'assemblera à cet effet et sera présidé par le doyen d'âge. Article 3. Les crimes de haute trahison, les délits commis par les ministres et les généraux seront jugés par un conseil spécial nommé et présidé par l'empereur. Article 4. La force armée essentiellement obéissante, nul corps armé ne peut s'en délibérer. Article 5. Nul ne pourra être jugé sans avoir été légalement entendu. Article 6. La maison de tout citoyen est un asile inviolable. Article 7. On peut y entrer en cas d'incendie, d'inondation, de réclamation partant de l'intérieur ou en vertu d'un ordre émané de l'empereur ou de toute autre autorité légalement constituée. Article 8. Celui-là mérite la mort, qui la donne à son semblable. Article 9. Tout jugement portant peine de mort ou peine afflictive ne pourra recevoir son exécution s'il n'a été confirmé par l'empereur. Article 10. Le vol sera puni en raison des circonstances qui l'auront précédé, accompagné ou suivi. Article 11. Alors, étranger habitant le territoire d'Haïti sera ainsi que les soumis aux lois correctionnelles et criminelles du pays. Article 12. Toute propriété qui aura assidûment appartenu à un blanc français est incontestablement et de droit confisquée au profit de l'État. Article 13. Tout haïtien qui ayant acquis une propriété d'un blanc français n'aura à payer qu'une partie du prix stipulé dans l'acte de vente, sera responsable envers les domaines de l'État du reliquat de la somme due. Article 14. D'accord, donc en gros, quelqu'un qui aura payé qu'une partie du vrai prix devra payer le reste de ce prix-là au domaine de l'État. Article 14. Le mariage est un acte purement civil et autorisé par le gouvernement. Article 15. La loi autorise le divorce dans les cas qu'elle aura prévu et déterminés. Article 16. Une loi particulière sera rendue concernant les enfants nés hors mariage. Article 17. Le respect pour ses chefs, la subordination et la discipline sont rigoureusement nécessaires. Un code pénal sera publié et sévèrement observé. Article 19. Dans chaque division militaire, une école publique sera établie pour l'instruction de la jeunesse. Article 20. Les couleurs nationales sont noires et rouges. Article 21. L'article, comme le premier, le plus noble et le plus utile de tous les arts, sera honoré et protégé. Donc l'agriculture sera honorée. Article 22. Le commerce, seconde source de la prospérité des États, ne veut et ne peut connaître et ne connaît point d'entrave. Il doit être favorisé et spécialement protégé. Article 23. Chaque division militaire, un tribunal de commerce. Oui, dans chaque division militaire, un tribunal de commerce sera formé, dont les membres seront choisis par l'empereur et tirés de la classe des négociants. On arrive à la fin. Article 24. La bonne foi, la loyauté dans les opérations commerciales sont religieusement observées. Article 25. Le gouvernement assure sûreté et protection aux nations neutres et amis qui viendront entretenir avec cette île des rapports commerciaux à charge par elle de se conformer aux règlements, us et coutumes de ce pays. Article 26. Les comptoirs, les marchandises des étrangers seront sous la sauvegarde et la garantie de l'État. Article 27. Il y aura des fêtes nationales pour célébrer l'indépendance, la fête de l'empereur et de son auguste épouse, celle de l'agriculture et de la Constitution. Article 28. Au premier coup de canon d'alarme, les villes disparaissent et la nation est debout.
nous mandataires se signer, mettons sous la sauvegarde des magistrats, des pères et mères de famille, des citoyens et de l'armée, le pacte explicite et solennel des droits sacrés de l'homme et des devoirs du citoyen. Le commandant de nos neveux et en faisant hommage aux amis de la liberté, aux philanthropes de tous les pays, comme un gage signalé de la bonté divine qui par suite de ces décrets immortels, c'est pas facile de parler comme les gens de l'époque, qui par suite de ces décrets immortels nous a procuré l'occasion de briser nos fers et de nous constituer un peuple libre, civilisé et indépendant. Et avons signé tant en notre nom privé qu'en celui de nos commettants, signé H. Christophe, Clairvaux, Vernet, Gabard, Pétion, Geoffrard, Toussaint Brave, Raphaël, Lalandrie, Romain, Capois, Magny, Cangé, Do, Magloire, Ambroise, Yaillou, Jean-Louis François, Gérin, Moreau, Ferraud, Bazelet, Martial, Besse. La présente constitution, alors Jacques Dessalines, empereur premier d'Haïti et chef suprême de l'armée par la grâce de Dieu et la loi constitutionnelle de l'État, l'acceptant dans tout son contenu et la sanctionnant pour recevoir sous le plus bref délai sa pleine et entière exécution dans toute l'étendue de notre empire, et jurons de la maintenir et de la faire observer dans son intégrité jusqu'au dernier soupir de notre vie. Au palais impérial de Dessalines, le 20 mai 1805, en deuxième de l'indépendance d'Haïti et de notre règne, le premier Dessalines par l'empereur, le secrétaire général Juste Chanlat. Signature, c'est terminé. Le document est terminé. Donc voilà, à vous de vous faire votre propre idée de cette constitution. Je reviendrai sur le projet de constitution. Enfin, bref. Voilà, c'était la constitution d'Haïti du 20 mai 1805. Bye bye.